Donc, on va commencer tranquillement et vous expliquer la raison de cette conférence de presse. On est dans le cadre d'une rentrée sociale qui est marquée essentiellement par un contexte économique inflationniste et qui projette des mouvements de grève pour le mois de septembre. Nous, on avait sorti chaque année, la DGFiP fait son rapport d'activité et en réaction du contenu du rapport d'activité, on a fait le choix de faire notre propre rapport d'activité en miroir à ce rapport de la DGFiP. Il faut savoir que ce rapport, il est de moins en moins fourni en fait, il est de plus en plus petit, on va dire ça comme ça, et il se focalise essentiellement sur certaines thématiques. Et pour nous, il fallait apporter une contre-vérité à la communication officielle de l'administration, en sachant que la Direction générale des finances publiques a été un peu sous les feux de la rampe pendant la crise Covid, puisqu'on a eu entre autres la gestion du fonds de solidarité qui nous est arrivé, mais pas que, parce qu'on a aussi des missions, notamment de la gestion publique, qui sont en lien avec les trésoreries hospitalières et qui ont assumé pendant la crise permis aux établissements hospitaliers de pouvoir continuer à fonctionner en termes de recettes et de dépenses. Donc ce rapport, il a été envoyé à plusieurs acteurs extérieurs, dont la presse, mais aussi à des élus, à des parlementaires et aussi à la Cour des comptes, puisqu'on a été auditionné juste avant l'été, et à l'Inspection générale des finances, qui aussi nous auditionnait sur la mise en place, le bilan de la mise en place du nouveau réseau de proximité qui fait partie d'une réforme qui est engagée depuis 2019 maintenant et qui touche à sa fin, puisque elle est liée au contrat d'objectifs et de moyens que la Direction générale avait signé avec le budget en 2020, juste au moment de la veille de la crise sanitaire. Et là, on va se retrouver confronté à un nouveau contrat d'objectifs et de moyens, donc en lien avec le PLF 2023. Et la question des moyens est un sujet prégnant, mais aussi la question de l'exercice des missions dans leur ensemble, les restructurations du réseau de la Direction générale des finances et ses conséquences en termes d'accessibilité aux services publics de proximité, mais aussi en termes d'exercice des missions, puisque intervient aussi dans ce champ la question de l'intelligence artificielle et de la dématérialisation, dont l'administration se fait met ça en avant pour justifier des réformes perpétuelles. Donc, pour nous, il était important de porter la contre-vérité à la DGFiP, parce que tout ne va pas bien dans la Direction générale des finances publiques, en termes d'exercice des missions, en termes de restructuration, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on a des restructurations permanentes, et le nouveau réseau de proximité, et aussi ce qui a été appelé la relocalisation, qui a été lancée en 2019 suite à une décision de M. Darmanin, qui avait fait une conférence de presse sur le sujet. Mais initialement, c'était la démétropolisation, le sujet, c'est-à-dire qu'on devait... Voilà. Le terme n'était pas bon. Voilà. La démétropolisation, au départ, ça devait être des agents de Bercy qui devaient être relocalisés dans des territoires. Ça faisait aussi suite au mouvement des Gilets jaunes, qui avaient besoin de services publics. Et donc, ça avait suscité un certain engouement de la part des responsables politiques et administratifs de relocaliser des services. Sauf que dans la réalité, ce ne sont pas des services de proximité, c'est-à-dire que ce sont des services à compétence nationale. Et quand on fait un peu le bilan de ces relocalisations, en interne, ça n'apporte pas une population, on va dire, de fonctionnaires supplémentaires dans ces territoires. Tout simplement parce qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de postes fermés dans ces territoires et un certain nombre d'agents qui ont vu leurs postes supprimés dans ces départements ou dans ces directions font le choix de suivre physiquement la mission là où elle est implantée dans ce territoire. Donc en fait, il n'y a pas toujours un apport supplémentaire
d'agents dans ces territoires. Donc, dire que parfois, en fait, ils se substituent voilà, tout à fait. Parce que Bercy a communiqué pas plus tard que vendredi, justement, sur oui, ils ont lancé les petits nouveaux services ouverts. Ouais. Et puis encore donc, sur le nombre d'emplois, où là, on atteint, je ne sais plus... Ouais, alors l'objectif qui était fixé pour l'ensemble de la fonction publique, c'était 6 000 emplois qui devaient être transférés dans les... Et nous, on était à 2005 emplois transférés. Aujourd'hui, on n'est pas aux 2005 emplois transférés, on en est encore assez loin. Faut savoir que là, aujourd'hui, en fin 2021, on avait à peu près 40% du NRP qui était décliné. Donc, c'est quoi le NRP ? Le nouveau réseau de proximité. Alors, derrière le nouveau réseau de proximité, il faut entendre... alors souvent, derrière est mis l'histoire des points de contact des établissements France Service, etc. Et où en fait, dans ces départements, ils ont connu une rétractation de nos services publics en tant que tels, avec nos missions particulières. Et la compensation, c'est dire pour les usagers, les contribuables, on ouvre des points de contact. Donc il y a des chartes qui ont été signées avec un certain nombre de collectivités pour assurer, on va dire, un service minimum de services publics. Or, nous, on avait encore jusqu'à peu de temps un réseau qui était assez dense, qui est avec notamment la présence des trésoreries, qui ont été largement supprimées suite à des fusions de services, des concentrations de services. Alors, on aurait pu avoir une autre option en termes de redynamisation des territoires, mais tout ça doit être discuté dans le cadre pour nous, dans le cadre d'un aménagement du territoire global. Ces services... points de contact, etc., ne sont qu'une porte d'entrée pour les usagers et en fait ne sont pas derrière, on ne peut pas assurer, la personne qui vient n'aura pas sa réponse tout de suite sur son dossier en tant que tel. Parce qu'en fait, ils font un peu tout, c'est-à-dire que c'est pas des agents spécialisés finances publiques, du coup. Non, on va dire c'est multi... Alors souvent, c'est des offres multi-administration, et alors souvent, les collectivités mettent un agent administratif à disposition et qui oriente les citoyens en fonction de leurs demandes. Alors il faut pas non plus, on a quand même une présence, et notamment pendant la campagne d'impôt sur le revenu, la campagne des avis, il y a des permanences dans ces lieux-là assurées par des agents des finances publiques. Mais ça ne répond pas à l'intégralité des sollicitations qu'on a, en sachant que derrière, on a eu des fermetures de services, mais aussi des réductions des horaires d'ouverture, des accueils qui sont encore physiquement présents. Et maintenant, la voie, on va dire, royale pour avoir un contact avec la DGFiP, c'est la prise de rendez-vous. Prise de rendez-vous qui passe automatiquement par le site, par une démarche en ligne, en fait. Et nous, ce qu'on déplore, c'est que notre champ de présence est largement rétréci, et qu'on laisse une partie de la population, que ce soit des particuliers ou des professionnels, parce que souvent on fait le focus sur les particuliers, mais on a aussi sur les territoires un certain nombre de petites entreprises, artisans et commerçants, pour lesquels on rendait un service public qui venait auprès de nos services pour interroger, pour déposer, etc. Et ce service-là s'est complètement rétracté. Donc en fait, on laisse une partie de la population, et je crois que c'est le rapporteur du défenseur des droits qui a mis en exergue que la dématérialisation systématique des relations des citoyens et des citoyennes envers le service public globalement, et au cas particulier avec le nôtre, met en difficulté ces personnes qui soit sont perdus dans ces nouvelles modalités, et quelquefois peuvent aussi passer à côté de certains droits. Alors, il y a un projet du gouvernement sur la partie sociale d'avoir alors pas un prélèvement, mais de redonner socialement de façon automatique les droits à l'ensemble des citoyens qui peuvent en bénéficier, puisque notamment au niveau du RSA, il y a quand même beaucoup de citoyens qui pourraient l'avoir et qui, faute de savoir faire des démarches, passent à côté et ne bénéficient pas de ces aides. Donc, pour nous, on n'est pas anti-dématérialisation, on n'est pas anti-intelligence artificielle, sauf qu'il y a derrière
en fait c'est notre analyse, une volonté de détricoter les missions et une casse évidente de la chaîne de travail en fait. Et en fait, toutes ces réformes, qu'elles soient structurelles, le nouveau réseau de proximité ou la relocalisation, en amont, il y a une déstructuration des chaînes de travail et donc une perte de sens pour l'ensemble de nos collègues avec une dégradation. Et surtout que ces nouvelles modalités, on va dire comme ça, se mettent en place dans un contexte de réduction de moyens. Avec, là, pour cette année, on est à 1600 dans le cadre du contrat d'objectif. Alors, c'est l'avantage du contrat d'objectif et de moyens qui a été signé, c'est qu'on sait où on va parce que les emplois supprimés avaient été fléchés dès le départ. On verra le prochain comment il se décline, en sachant qu'on nous parle d'une durée. Là, on avait un contrat d'objectif pour 3 ans, et là, il est possible que ce contrat d'objectif soit sur l'intégralité du quinquennat, en fait. Donc, ça veut dire que on verra, nous, clairement, vers quoi on tend. Sur la prise de rendez-vous en ligne, c'est exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de prendre un rendez-vous au téléphone? Si, il y a cette possibilité, Si, ça. C'est-à-dire que ça reste. Alors, sauf que, alors, on a des collègues maintenant. Si vous voulez, on a eu une rationalisation, on va dire ça comme ça. On a des centres d'appel aujourd'hui qui sont composés d'agents des finances publiques. Hein. Derrière, c'est pas encore délocalisé, donc on a encore des gens compétents qui répondent, mais qui du coup absorbent alors l'ensemble des appels téléphoniques pour l'ensemble des contribuables en France. Donc on est au niveau des particuliers à peu près à 20 centres de contact. Ils développent là la même chose pour les professionnels. Donc en fait, c'est d'inciter de façon insistante, on va dire, de passer par la voie dématérialisée. C'est-à-dire que ou téléphone ou Internet pour prendre le rendez-vous. Et comme derrière, on a une volonté, enfin, il y a c'est pas de volonté, c'est qu'il y a une réduction sensible des horaires d'ouverture, ça fait que du coup, on empêche le contribuable de venir de façon spontanée, on va dire ça comme ça, dans nos services. Et quelquefois avec un décalage, puisque quelquefois venir par exemple dans un EFS pour prendre rendez-vous, pour avoir un rendez-vous sur son dossier, ça décale d'autant plus la réponse et donc les démarches qui peuvent être nécessaires pour ces contribuables-là. Donc voilà. Juste pour le contrat d'objectif et de moyens. Du coup là le prochain ce sera à partir de 2023. Et est-ce que vous avez commencé à être associé? C'est pas pour celui-là ou pour lequel justement Jérôme Fourvanel a fait les agents à remue-ménage? Ouais. Donc oui. Alors effectivement, donc sur le compte, là on est sur le compte, on va discuter le. Une petite parenthèse après. Non, mais c'est intéressant aussi de savoir comment on communique sur un contrat d'objectifs et de moyens. Donc là, on nous a annoncé parce qu'on s'est un petit peu effectivement énervé. Suite à la proposition du directeur général de faire ce qu'il appelle un remue-ménage dans notre administration pour recueillir, on va dire, les attentes des personnels, pour confectionner, on va dire ça comme ça, les grands axes du contrat d'objectifs et de moyens. On a en intersyndical assez réagi vivement, je crois que même qu'on avait fait un petit communiqué de presse sur le sujet. Alors, l'engouement des personnels est très relatif sur cette opération remue-ménage, en sachant qu'il est quelquefois un peu dirigé au plan local pour tourner vers certains axes et pas d'autres. On a un rendez-vous sur ce sujet-là le 30 septembre en groupe de travail et ça sera pour l'occasion pour la direction générale de sortir les grandes pistes qui seraient sorties des réflexions de nos collègues. Donc, nous, on a des retours où l'engouement n'est pas certain. Ça met en parallèle l'état d'esprit aussi de nos collègues aujourd'hui. On a à peu près l'observatoire interne qui est sorti l'année dernière, fait état d'à peu près de 71% des personnels qui sont très pessimistes quant à leur avenir professionnel. Et 75% d'entre eux trouvent que la direction générale des finances publiques ne prend pas la bonne route en termes de réforme. Donc il y a quand même, une coupure qui est en train de qui s'installe en fait entre la politique de l'administration et la réalité de nos collègues.
Nous, on avait demandé un intersyndical à la sortie de la crise sanitaire et pendant la crise, parce qu'en fait, ils n'ont pas arrêté de développer leur réforme, en fait, ça a été non-stop, de faire cette pause parce que on sent que les collègues, en termes de mal-être, on sent qu'il y a quelque chose qui est très lourd et que cette pause, elle était nécessaire pour que tout le monde prenne le temps de se poser sur les réformes. Sauf qu'entre-temps, on a eu le télétravail qui est arrivé de façon assez conséquente dans notre administration. On n'était pas habitué à ça. Et on a à peu près aujourd'hui 40% de nos effectifs qui sont en mode télétravail avec des modalités variables puisqu'on est soumis au protocole fonction publique à 3 jours par semaine. Mais on a quand même 40% et on voit là qu'il y a encore des demandes qui arrivent. Donc c'est, on va dire, une réorganisation complète du travail. Qui s'est fait, on va dire, rapidement, mais aussi, du coup, avec le manque de recul en termes de gestion des collectifs, d'organisation du travail. Et donc, tout ça vient un peu perturber, on va dire, une administration qui avait un mode de fonctionnement appuyé sur des services avec des collègues présents, structurés. Et là, on a l'impression qu'on est un petit peu en mode... que ça un peu le chamboule tout, on va dire ça comme ça, et que ça tape un peu à tous les niveaux, quoi. Vous avez eu, avant la crise sanitaire, le prélèvement à la source qui a été un gros chamboulement aussi, non? Oui. Alors le prélèvement à la source, c'était sous le quinquennat de M. Hollande, hein, c'est lui qui a été à l'initiative. Alors ça a été mis en œuvre à l'arrivée de... Oui, parce que il y avait quelques problèmes, on va dire, techniques, donc ça a été pour s'assurer que ça soit fait de façon correcte. Il y a eu un décalage d'un an, en fait, et donc, en fait, c'est sous le quinquennat de Macron qu'il est devenu effectif, on va dire ça comme ça. Alors, il a été vendu, je dis vendu parce que c'est un peu notre sentiment, comme une nouvelle modalité moderne de l'impôt sur le revenu, avec ce qu'ils ont appelé la contemporanéité de l'impôt. Sauf que la contemporanéité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un suivi extrêmement vigilant des contribuables, ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment pour les populations les plus fragiles. Le taux de prélèvement, il peut évoluer, mais on sait qu'aussi qu'il y a beaucoup de changements qui ne sont pas opérés à la hauteur des modifications qu'il devrait y avoir par rapport à l'évolution des populations. Donc ce prélèvement à la source, certes, on va dire, il facilite le recouvrement, en sachant qu'on était quand même dans une administration où le recouvrement en termes d'impôt sur revenu était quand même à 98% avant le prélèvement à la source. Là, on est passé à 99%, voilà, on ne sera pas à 100%, mais donc si on ramène le ratio coût par rapport à l'efficacité, on peut s'interroger sur cette nécessité-là. Et nous, ce qui nous interroge derrière, c'est que le consentement à l'impôt, on va dire ça comme ça, pourrait être remis en cause parce que en fait, c'est plus des actes forts des citoyens, en fait. Déposer sa déclaration, la payer. Là, il y a un côté... alors, je ne vais pas dire indolore, parce que c'est bien du mois qu'il y a sur les payes, mais il n'y a pas ce geste, on va dire, de paiement. Et on avait surtout quelque chose qui marchait très bien, c'était la mensualisation de l'impôt qui du coup, n'aurait pas nécessité un élargissement, une généralisation de cette mensualisation aurait été nettement suffisante et pas remettre les rouages. Donc ça, ce prélèvement à la source a généré beaucoup de concentration de moyens, que ce soit en termes humains, mais aussi en termes budgétaires, puisque c'était le chantier sur lequel il fallait absolument réussir, donc cette concentration, au détriment d'investissements qui auraient pu être faits notamment en informatique. D'ailleurs, la Cour des comptes avait un petit peu alerté sur le sujet que les investissements en termes budgétaires, notamment par rapport aux outils informatiques, n'étaient pas suffisants. Ça a été relancé, on ne peut pas cacher. Dans le cadre du contrat qui va se terminer, il y a eu une augmentation sensible des investissements liés à l'informatique. Bon, c'est pas par hasard, ils veulent que ça fonctionne. Et là, leur grand chantier, c'est la place de l'intelligence artificielle dans l'exercice de nos missions. Donc, je laisserai peut-être Sabine parler par rapport au contrôle fiscal, parce que le contrôle fiscal est très
est très à la pointe. Et puis là, vous avez dû entendre le foncier innovant, en fait. Oui, avec les piscines. Avec les piscines qu'on peut détecter, etc. Donc voilà, c'est l'intelligence artificielle pour nos responsables, hein, qu'ils soient politiques, administratifs, parce qu'il y a une volonté politique, c'est l'intelligence artificielle en lieu et place d'un certain nombre d'agents. Parce que si je prends le cadre du foncier innovant, c'est quand même, je crois, plus de 900 personnes qui seraient impactées par des suppressions d'emplois dans ce cadre-là. Donc il y a une volonté délibérée. Et juste une question. Pour les systèmes informatiques, du coup, ça fait appel à des compétences internes à la DGFiP, ou alors c'est surtout d'autres boîtes, Capgemini, des consultants, etc., qui sont recrutés? Alors on fait appel à beaucoup de prestataires extérieurs, en fait, de consultants, etc. Parce que on n'a jamais voulu accompagner en termes de formation nos informaticiens internes. Et donc du coup, et qui ne sont pas en nombre suffisant par rapport au chantier. Et nous, on porte, et notamment, on est un peu outré parfois de voir certains prestataires extérieurs quand on connaît leur, on va dire, comment pourrais-je dire ça, par rapport au paiement de leurs impôts, etc., où il y a quand même quelques difficultés. On va... Donc voilà, on est un petit peu très circonspect sur ce sujet-là. Pour nous, en plus, il y a une question essentielle. Quand on développe autant d'intelligence artificielle, donc ça veut dire qu'en amont, on collecte énormément de données. Donc ces données, à un moment donné, la question de la sécurité doit s'imposer. Et est-ce que faire appel à des prestataires extérieurs, c'est une garantie? Autant garder notre structuration interne, qui est assumée par certes des informaticiens, et qui on doit leur donner les compétences, et pour certains ils sont très compétents. On gâche des compétences de personnel en externalisant partiellement, pas totalement, mais partiellement. Et pour nous, c'est une réinternalisation obligatoire aujourd'hui, vu l'ampleur que prend la place de la dématérialisation et l'intelligence artificielle. L'État, parce que c'est pas nous fonctionnaires, on est soumis à certaines règles de déontologie notamment, etc. Donc l'État doit être maître des données, et on sait que quand on ouvre, par exemple, on a eu quelques problèmes avec France Connect là ces derniers temps, qui est on va dire une porte d'entrée sur plusieurs administrations. On sait qu'il y a des contribuables qui ont pu avoir des courriels malveillants ou qui essayaient de les... Donc voilà, il y a ce risque-là qu'il ne faut pas minimiser. Et pour nous, ça doit faire l'objet d'un véritable débat, en fait, y compris en interne. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir... un échange réel avec l'administration, etc. Mais sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est intéressant d'avoir la vision contrôle fiscal aussi. Oui, c'est un très gros sujet pour nous, l'intelligence artificielle. Anne vous a expliqué, notamment sur la partie professionnelle, gestion des dossiers, des services qui sont maintenant totalement éclatés, avec des missions qui n'ont plus un travail dans une harmonie. C'est-à-dire que quand vous créez un dossier de professionnel, maintenant, ça va être créé par une personne. Le suivi du dossier ou la mise à jour sera effectué par une autre personne. Donc, on n'a plus d'agents qui ont une véritable vision complète et totale d'un dossier. Ce qui, pour le contrôle fiscal, est important et source de difficultés, puisque la programmation du contrôle fiscal passe essentiellement, à l'origine, passait essentiellement par cette fameuse gestion des dossiers, où les collègues avaient une connaissance à la fois du dossier de la société et de son périmètre géographique. Et c'est bien quand on observe ce qui se passe localement qu'on peut voir des difficultés ou des sociétés qui ne remplissent pas tout à fait leurs obligations fiscales. Donc, pour pallier
à cette difficulté, la DGFiP se lance corps et âme dans l'intelligence artificielle au niveau de sa programmation, c'est-à-dire qu'on a effectivement recruté des informaticiens, des contractuels la plupart du temps, donc avec toutes les problématiques de confidentialité et de secret professionnel, hein, puisqu'ils ont accès à beaucoup de données, mais surtout des informaticiens qui n'ont pas forcément une connaissance parfaite de la matière fiscale ni de la fiscalité, et faire rencontrer un programme entre une écriture d'un algorithme et ensuite faire entrer la matière fiscale, que ce soit pour la TVA ou l'impôt société, c'est quelque chose de très compliqué. Donc pour l'instant, on travaille sur énormément de listings, créés donc au niveau de la direction générale, et des listings qui redescendent dans les services et que les agents doivent traiter. Les résultats, pour l'instant, sont, on va dire, mauvais, voilà, même si la DGFiP annonce une progression et qu'on y arrive et que tout fonctionne bien. Pas du tout. Un seul chiffre, hein, pour vous montrer. On a actuellement au niveau du contrôle fiscal à peu près 45% de la programmation qui est faite par voie d'intelligence artificielle. 44%, c'est énorme. Mais les rentrées fiscales ne sont pas à la hauteur. Ça ne correspond qu'à 9% des rentrées fiscales pour le contrôle fiscal par voie d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire très concrètement que ça explique en grande partie la diminution des rentrées fiscales par la voie du contrôle. C'est-à-dire que du coup, le contrôle est moins efficace. Oui, moins efficace, c'est-à-dire... Les gens régulièrement, justement, avantage... Mais eux, ils disent exactement l'inverse. Non, mais comment est-ce qu'on explique le hiatus, quoi? Parce que eux bon, déjà, ils y croient, et puis parce qu'ils n'ont pas le choix de procéder comme ça. On a une baisse des effectifs qui est importante sur l'ensemble de la DGFiP. On a aussi une baisse des effectifs dans la sphère contrôle fiscal. On a du mal à l'évaluer actuellement, mais nous, on se situerait sur 3 ou 4 000 emplois d'agents dans le contrôle fiscal en moins au niveau de la DGFiP. Et surtout, on a cette volonté. Alors, le contrôle fiscal n'a plus le vent en poupe, hein. Il y a eu la loi ESSOC de 2018 et la loi fraude. Le contrôle fiscal, d'ailleurs, si on reprend les propos du président Macron, souvenez-vous, il nous a parlé du contrôle fiscal comme étant quelque chose de répressif qui mettait à mal l'entreprise, avec des vérificateurs qui mettent des douilles aux entreprises. Bon, c'était un peu aller vite en besogne, et surtout, c'était mettre un point d'arrêt sur la manière dont on allait travailler, et ça venait illustrer le fait qu'on allait entrer dans une ère de relation de confiance. Donc la relation de confiance avec cette fameuse loi ESSOC, donc, où il faut qu'on ait une conclusion apaisée du contrôle fiscal. Et effectivement, excusez-moi, effectivement, la DGFiP peut se vanter quelque part de réussir cette conclusion du contrôle fiscal par la voie apaisée, parce qu'effectivement, on a énormément de régularisations qui se font en cours de contrôle. Mais c'est parce qu'on a changé de philosophie du contrôle fiscal qu'on en arrive à ces résultats-là, en fait. C'est parce qu'on a des lois et des procédures maintenant qui sont faites pour qu'il n'y ait plus un véritable contrôle comme on l'a connu par le passé. Je vous rappelle quand même que le contrôle fiscal, au départ, c'est la contrepartie d'un système déclaratif. L'entreprise déclare ce qu'elle souhaite et l'administration se réserve le droit d'aller contrôler ce qui a été déclaré. Cette partie déclarative, elle existe toujours et c'est toujours la même. L'entreprise continue de déclarer ce qu'elle souhaite. Le contrôle a lieu, mais il doit se terminer par une conclusion apaisée. Donc vous voyez, on est sur des raisonnements qui sont totalement différents. Donc, il y a eu une diminution de rentrée fiscale par voie de contrôle, ça comprend ces règlements qui se font en cours de procédure. Bien sûr. Donc il n'y a pas plus de rentrée fiscale au total? Non. La régularisation? Non, il y a moins de rentrée fiscale. Et ça, on a
les masses justement par contrôle et par régularisation? Oui, ça vous avez dans le rapport de la DGFiP. Ils vous mettent quelques chiffres qui sont pas suffisants, hein, qui sont parfois aussi techniques, mais on a par impôt, sur l'impôt société c'est très net, sur la TVA c'est très net, mais il y a une diminution réelle du nombre de rentrées fiscales. Ce qui aboutit à se poser des questions sur faut-il conserver les effectifs dans la sphère du contrôle fiscal au vu des diminutions des rentrées fiscales. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que nous, si on nous donnait les moyens de faire du véritable contrôle fiscal, les rentrées fiscales, elles n'ont pas lieu de baisser. La fraude n'a pas diminué. Je vous rappelle quand même qu'on a évalué la fraude entre 80 et 100 milliards, que personne n'a remis en cause ce chiffrage. La Cour des comptes et même l'INSEE récemment ont confirmé ces chiffres. Donc on a un réel problème de fraude fiscale et ensuite d'évasion fiscale, mais c'est encore un autre domaine, où effectivement le contrôle, si on lui donne les moyens, le contrôle sera en capacité d'augmenter ses rentrées fiscales. Simplement, pour l'instant, on n'a plus ces moyens de fonctionner correctement, parce qu'on n'a plus les agents des services d'origine qui assurent une programmation de qualité. On ne met plus suffisamment d'agents sur une programmation telle qui part d'un dossier exploité avec de la communication externe, avec des droits de communication, avec un travail fouillé d'enquête. On n'a plus ça, parce qu'on a maintenant des listings qui arrivent de la direction générale, qui redescendent dans les services, et les services doivent faire le tri. Et en revanche, on a de ce fait-là beaucoup de dossiers qui se terminent par une absence de rehaussement au niveau fiscal, parce que à l'origine, le dossier a été mal sélectionné. Alors, on a d'un côté, on a des rentrées fiscales en augmentation. En tout cas, c'est ce que Bercy nous dit, c'est que là, cette année, par exemple, les rentrées fiscales augmentent parce que, il y a une activité qui a été soutenue dans la période post-Covid. Mais côté contrôle fiscal, là, ça diminue en fait. Voilà. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même 50% du budget de l'État fonctionne avec les recettes de la TVA. Donc la TVA n'a pas baissé, et économiquement, ce soutien à l'économie pendant la période Covid et la relance plus ou moins maintenue, on va dire ça comme ça, fait que effectivement les recettes de TVA, que tout le monde paye. Là, personne ne peut y échapper. Après, on a une fraude à la TVA qui est assez importante. Hein. C'est-à-dire que l'INSEE l'estime à 20 à 25 milliards, donc c'est pas une quantité négligeable. Là, ça veut bien dire que c'est parce qu'à côté de ça, il y a quand même une politique en matière fiscale qui est de dire moins d'impôts, et c'est comme ça qu'on relance en partie le pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est pour nous, on n'a pas du tout cette conception-là, en fait. On est aujourd'hui, pour nous, le système à la française, hein, qui sert d'amortisseur social, parce que je pense que si on compare en Angleterre aujourd'hui, là, il y a eu effectivement un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. Pour nous, c'est pas la bonne approche, mais elles existent, et donc elles sauvent en partie certains de nos concitoyens et concitoyennes et certains acteurs économiques. Hein. Je veux dire, la question, par exemple, du fonds de solidarité sur le maintien d'activité, oui, pourquoi pas, mais vu comment il a été mis en place, dans quelle rapidité, et on sait aujourd'hui qu'on retravaille sur les dossiers pour lesquels le fonds de solidarité a été perçu de façon indue. Donc aujourd'hui, nous, on dit le système, on est quand même à une période cruciale, et on va dire on est à la croisée des chemins. Je veux dire, économiquement, il faut repenser sûrement le système qui soit économique ou social, et repenser du coup aussi un système fiscal qui soit plus juste. Or, aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes politiques qu'on traîne depuis 20 ans, c'est-à-dire le moins d'impôts, en faisant croire que le moins d'impôts, c'est plus de redistribution, plus de ruissellement. Le ruissellement, on l'attend toujours, sauf... voilà, donc il y a quand même un décalage entre, on va dire, la communication qui est faite sur le moins d'impôts. Nous, on dit il vaut mieux avoir de l'impôt, par exemple, que les services publics de la santé, de l'éducation nationale, voilà, on a un certain nombre de services publics aujourd'hui. On a eu les pompiers qui avaient déjà
qui avait signifié des moments d'alerte fortes en 2019, notamment dans le cadre du projet retraite, qui avait signifié qu'ils avaient un manque de moyens. Et là, on constate effectivement que c'est une réalité, qu'on va être confronté, parce que ça, c'est des choses que personne ne maîtrisera, l'évolution écologique, la transition écologique, le réchauffement climatique, sont sûrement des phénomènes qu'on va revoir. Et il n'y a pas une repensée globale, notamment en matière fiscale, puisque ça, c'est plus notre domaine de compétences. Comment aujourd'hui on finance des services publics. Pour nous, il faut complètement en profiter pour refondre le système fiscal, avec plus de progressivité, que ça soit à l'impôt sur le revenu, mais aussi sur la fiscalité des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, une petite entreprise est taxée de la même façon qu'une grosse entreprise, en sachant que la grosse entreprise, elle a tout le dispositif nécessaire grâce à des niches fiscales qu'on appelle comme ça, pour évader une partie de ses bases taxables et avoir une imposition minimale, chose que l'artisan, la petite PME qui est vraiment implantée dans un territoire ne peut permettre. Donc il faut qu'il y ait une refonte totale. Le premier niveau, c'est faire un nettoyage qu'on appelle des niches fiscales qui ont un coût exorbitant pour le budget d'État et qui sont pas toujours liées à une efficacité réelle en termes économiques et sociaux. Donc tout ça, ça doit être repensé. Et puisqu'on est dans la période où tout le monde repense sur plein de choses surtout, nous on dit on est porteur là d'une fiscalité différente, plus progressive, où la part de la TVA qui est devenue la rentrée principale du budget devrait être compensée par d'autres rentrées fiscales, notamment l'impôt sur les sociétés, etc. etc. Donc ça, pour nous, on arrive à une période où ce sujet-là doit être remis dans le débat public, en fait. Ouais. Est-ce que vous êtes en relation avec des syndicats dans d'autres pays européens, comme la TVA, les taux, ils sont encadrés au niveau européen là-dessus? C'est compliqué. Au niveau européen, la fiscalité, elle est assez compliquée parce que chaque État y va de son intérêt économique. Donc, ça crée nécessairement des disparités. Alors, il y a des intentions qui sont bonnes et louables. On le voit notamment avec l'impôt minimal sur les sociétés. Donc, c'est mis en place. C'est a priori accepté de tout le monde, sauf qu'à un moment donné, ça bug et ça passe pas. Parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes et on a toujours, même au niveau européen, des législations qui sont trop disparates avec des intérêts chacun espérant attirer les entreprises. Et on a par exemple une problématique de prix de transfert où on n'arrive pas à se mettre d'accord pour avoir les éléments suffisant pour taxer correctement les entreprises qui vont choisir des pays à fiscalité privilégiée. Et au sein de l'Europe, on a des pays qui proposent des fiscalités privilégiées. Oui, non, c'est pour ça que je posais la question au niveau des syndicats, parce que je me disais par exemple un syndicat irlandais, est-ce qu'il va défendre l'activité dans son pays qui est liée au fait qu'il y a des taxes particulièrement basses, ou alors est-ce qu'il va être sur la même longueur d'onde que vous? Non. On a, et j'y serai la semaine prochaine, on fait partie de l'UFE, qui est une organisation qui chapeaute un peu tous les syndicats européens. Donc on se retrouve, on en discute avec toutes ces problématiques. Et on est d'accord, l'UFE est là pour défendre les intérêts des agents des finances de tous les pays, mais aussi travaille sur la partie législation européenne. Et donc on en fait partie. La semaine prochaine, je serai au congrès de l'UFE, donc je rencontrerai nos homologues pour discuter un peu. On a eu des prises de position pendant la crise Covid, on a des prises de position par rapport à l'impôt société minimale. On essaye de travailler ensemble, mais effectivement, au niveau français, c'est compliqué déjà de porter ces sujets-là. Au niveau européen, à un moment donné, ça devient très compliqué sur des schémas qui sont totalement différents, puisque il y a la partie douane aussi qui est très importante sur comment on travaille
comment les douaniers exercent leur mission. Dans certains pays, c'est finance, douane, c'est confondu. En France, c'est séparé. Bon, et on voit les difficultés que peuvent rencontrer nos collègues douaniers actuellement. Donc oui, il y a une volonté de défendre, il y a une volonté d'essayer d'harmoniser, mais on ne va pas se le cacher, c'est très compliqué. Mais on est sur des principes, on est sur les principes essentiels, nous on s'y retrouve et on porte tous cette même volonté. Pour revenir, je peux juste changer un petit peu dessus, pour revenir sur les services, les fameux services relocalisés, délocalisés, démétropolisés, est-ce que vous avez, alors je sais que effectivement pour l'instant il n'y a pas encore énormément d'emplois sur la totalité, je ne sais plus à combien on est à plus de 1000, enfin bon. Mais est-ce que vous avez eu des retours sur la façon dont ça se passe justement par rapport aux formations reçues, parce que les agents n'ont pas forcément sur des missions qu'ils exerçaient avant, et est-ce qu'il y a déjà eu, au-delà des agents transférés, des retours sur éventuellement les tout jeunes diplômés issus de l'NFI? Alors, vous espérez beaucoup aussi. Oui, alors c'est assez. On n'est pas pour sur ces services relocalisés. On est là, bon, il y a les nouvelles candidatures retenues, mais on était à peu près à 450 agents qui ont été intégrés. Donc dans ces 450 agents, donc comme je vous le disais, il y a des agents d'un même département. Il y a de l'apport aussi de sortants de l'école, mais pas suffisamment, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a le recours au contractuel aussi qui en fait sauve la mise sur la question de ces services-là qui n'ont pas toujours. Ça va me permettre de faire le lien avec la rémunération et la prime d'attractivité et de fidélisation qui est lancée en expérimentation chez nous. Cette question de l'attractivité qui touche l'ensemble des services publics, mais pas que, puisque ça aussi, ça touche des secteurs professionnels. Nous, ça fait très longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme sur dire attention, l'absence de revalorisation de la rémunération. Alors, on a eu nos 3,5, là, on est content parce qu'on est en dessous de l'inflation. Mais et on a aussi une partie indemnitaire sur lequel et cette partie indemnitaire n'a jamais été revalorisée. Donc on a eu dans le cadre du contrat d'objectif, on a eu un protocole qui a été engagé l'année dernière, sur lequel nous on a participé, qu'on a signé, on l'a signé les 4 OS représentatifs parce que on estimait qu'il y avait une urgence à reconnaître l'engagement, puisque on a eu Monsieur le maire qui nous faisait des louanges sur les médias, tout le monde trouvait qu'on était formidables et les plus beaux et les meilleurs, mais concrètement sur la fin du mois on n'en avait jamais eu des retours. Donc on s'est engagé dans un protocole, on a eu une mesure exceptionnelle qu'on a réussi à rendre progressive par rapport à la catégorie professionnelle, parce qu'il nous semblait que les agencés notamment étaient plus en difficulté que les autres catégories, ce qui ne veut pas dire que les autres catégories ne sont pas en difficulté, mais voilà, vu qu'on avait une enveloppe qui était plus que contrainte, mais on a pu mettre le sujet de la question de la rémunération. Et quand on a eu un premier GT au mois de juillet, parce qu'on devait ouvrir là aussi encore un pan de discussion, vu vers quoi on tend, mais c'est pas surprenant parce qu'on est lié à la loi de la transformation de la fonction publique de 2019, où la notion de mérite va devenir un facteur déterminant dans la rémunération. Et là, parce qu'il fallait qu'ils sortent, parce qu'ils avaient annoncé ça un peu dans le contrat d'objectifs et de moyens, de travailler sur l'attractivité, donc ils ont sorti une prime d'attractivité qui existait déjà, qui est pas nouvelle en soi, mais d'où la déclinaison à la DGFiP est tout à fait récente. Donc là, ils ont ouvert 100 postes à l'attractivité, donc 100 agents qui peuvent là dans les mois, qui vont prendre leur poste effectivement au 1er janvier 2023, avec une prime de 10 000 euros sur ces postes ciblés en fait. Donc souvent c'est des territoires, des postes qui n'ont pas été demandés, sauf que quand on analyse, alors là nous on est en train d'analyser de façon assez fine l'ensemble des mouvements de nos collègues dans la catégorie C, B et A, parce qu'il semblerait qu'il y avait des collègues qui, eux, auraient pu l'avoir dans le cadre du mouvement général et ne l'ont pas eu, et du coup se font
un peu doublé, on va dire ça comme ça, par des collègues qui vont profiter de cette prime d'attractivité. Moi, je condamne pas les collègues qui vont le faire, mais à côté de ça, on va avoir dans un service, et là, ça va devenir une vraie difficulté. Aujourd'hui, dans nos services, on va pouvoir avoir un agent, on va dire, qui n'a pas bénéficié de la prime, qui est arrivé dans le cadre du mouvement général, un agent qui a bénéficié de la prime, et aussi un contractuel. Aujourd'hui, on a une multiplicité, on va dire, des profils des agents, des personnels qui nous laissent à penser que ça va être qu'on casse aussi les collectifs. Alors nous on n'est pas dans cette démarche-là, on accueille tous les personnels, y compris les contractuels, mais quand on voit et si on fait le bilan un peu de ce qui s'est passé ailleurs, soit l'Éducation nationale ou la Poste, qui a été, la Poste et France Télécom à l'époque, où cette arrivée, la réduction de la place du fonctionnaire en tant que tel et la montée en puissance des contractuels a cassé les collectifs et du coup, dû essentiellement à une précarité de l'emploi, parce qu'un contractuel, il a un CDD, qui nous c'est 3 ans, 6 ans, puis après, alors si, on va lui offrir des opportunités pour peut-être avoir passé le concours, mais on rentre une certaine précarité dans nos personnels et surtout une différence de rémunération. Et pour des gens qui font le même travail. Et pour des gens qui font le même travail. Donc pour nous, c'est on met là le pied dans un risque fort de perte de sens, alors je vais l'appeler la maison de l'administration, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est le sens commun qu'on donne à l'intérêt de nos missions. Et quand on multiplie les publics différents en termes de recrutement et en termes de rémunération, effectivement, on va avoir plus de division, on pense, que de resserrement des collectifs, avec la question du télétravail qui, là aussi, vient de s'ajouter dans cette modalité-là. Donc pour nous, là, on est... alors c'est pour ça qu'on est on a fait notre congrès au mois de mai l'année dernière, cette année, et on a sorti une alerte solennelle sur la DGFiP pour sensibiliser l'ensemble des publics, qu'ils soient citoyens, mais aussi les élus, qu'ils soient locaux, mais aussi nationaux. Là, on va voir le débat sur la loi de finances, donc on va frapper à toutes les portes, sauf à celle des élus du Rassemblement national, puisque là, on est complètement en dehors de nos valeurs. Mais voilà, on a l'objectif d'alerter par tous les moyens l'état de la DGFiP et qu'est-ce que nous, syndicats, on veut porter pour la DGFiP de demain, parce qu'on n'est pas dire c'était mieux avant. Non, avant c'était déjà pas bien. Là, on continue à accentuer les différences, les difficultés. Nous, on est pour porter une DGFiP qui est au service de l'intérêt général et qui porte aussi la notion de justice fiscale, de justice sociale et justice environnementale. Et ça, on estime que notre administration a un rôle déterminant dans cette partie-là. Sur l'aspect environnemental, vous pourriez en dire un peu plus, parce qu'on rajoute environnemental à tout ce qui était économique et social partout maintenant, mais pour vous, c'est quoi en fait la transformation nécessaire face aux enjeux environnementaux, réchauffement climatique, tout ça? Il faut cette transition, cette transition écologique, environnementale, elle doit être financée. Donc déjà, nous, on doit réfléchir. Alors souvent, on l'appelle la fiscalité verte ou la fiscalité écologique. Nous, alors on n'a pas tout finalisé parce qu'on n'est pas plus intelligent, mais on réfléchit à plusieurs, donc on essaye d'avancer sur le sujet. En tout cas, nous, on y apporte en disant on a des fondamentaux qui est que tout le monde doit contribuer et que tout le monde y doit contribuer en fonction de ses capacités. Et donc la question se pose la question des pollueurs-payeurs. Enfin voilà, il y a tout ça. Est-ce qu'il faut une fiscalité uniquement punitive, incitative? Voilà, il y a tout ça qui est à réfléchir. En tout cas, nos principes, c'est de dire ce financement, il est possible de la transition écologique. Il n'est pas impossible, à condition que tout le monde y participe.
et que tout le monde le fasse en fonction de ses capacités contributives. Et ça, si on le décline sur un certain nombre de thématiques et sur un certain nombre d'acteurs, on doit pouvoir, la fiscalité peut être un moyen d'accompagner, alors ça ne sera pas le seul moyen, parce qu'il y a aussi les moyens de production qu'il faut regarder, les moyens de production, les moyens de consommation aussi, parce que est-ce qu'il faut réorienter? Alors là, on est beaucoup sur la relocalisation, notamment des industries qui reviennent en France, etc. Mais voilà, comment, autour de ça, comment on construit une fiscalité pour le financement de cette transition qui va être un moment, enfin qui est plus, enfin moi c'est plus devant nous. Là, il y a une urgence environnementale que chacun d'entre nous, chaque citoyen doit prendre en compte et que les responsables politiques doivent pleinement s'emparer. Et nous, on n'a pas on n'a pas une loi fiscale verte, on n'est pas encore à ce stade-là, mais on réfléchit. On a eu un atelier au sein de notre congrès pour porter cette réflexion-là. Et la fiscalité, au même titre que sur la redistribution des richesses, sur la justice sociale, est un outil qui peut le permettre en fait. Parce que le gouvernement, par exemple, sur les relocalisations industrielles notamment, il dit il faut baisser les impôts de production, il faut baisser la fiscalité sur les entreprises qui viennent s'installer sur le territoire français, justement pour les attirer et pour qu'il puisse y avoir relocalisation. Donc par exemple là-dessus, vous leur répondez quoi? À nous, la baisse des impôts de production, c'est pas trop notre truc en fait. Justement, ouais. Donc non, après c'est, enfin voilà, comment parce que c'est la question de la relocalisation de l'industrie et des emplois, parce que du coup tout ça c'est lié, et donc du coup on réaménage les territoires aussi. C'est un schéma qui est assez large. Alors nous, comme je vous le disais tout à l'heure, la question de la fiscalité, notamment des professionnels et des entreprises, pour nous elle doit être repensée. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, alors faut savoir qu'il y a déjà des dispositifs qui existent en matière locale, en fiscalité locale notamment, pour attirer des entreprises sur certains territoires, qui quelquefois on appelait, alors ça a été des zones franches, enfin voilà, il y a eu plusieurs dénominations différentes en fonction donc qui n'ont pas eu toujours l'effet escompté. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que les dispositifs qui soient mis en place ne soient pas des effets d'aubaine pour certaines entreprises. Et ça, c'est je pense, une vigilance qu'on doit avoir sur le long terme et dans la construction de cette fiscalité-là. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise s'installe en France parce qu'elle a moins d'impôts, ou elle s'installe en France parce que dans son territoire, elle a une gare, elle a un hôpital, elle a des écoles? Et donc là, je pense que quand une entreprise s'installe, elle a souvent du personnel, et si tous ces services publics-là n'existent pas non plus, voilà, souvent il reste très peu de temps, quoi. La question de la relocalisation, elle doit pas être, ça peut être une relocalisation court-termiste. Et donc, comment on fait aujourd'hui, on fait pour que des entreprises restent sur un territoire. Je pense que la question de la fiscalité peut être un outil, mais la question des services publics en est aussi un autre. J'ai une question sur le numérique, le numérique et le contrôle fiscal. Ce serait quoi une bonne manière d'associer le numérique au contrôle fiscal? On voit, là, ce que vous dites, c'est que les outils qui ont été utilisés, en fait, ils ont plutôt conduit à multiplier les possibilités de recherche, et ils n'ont pas eu l'efficacité souhaitée. À côté de ça, on imagine que le fait de croiser un certain nombre de données, ça puisse être plutôt pertinent. C'est quoi? C'est un agent face c'est OK pour le numérique si on ne supprime pas les personnels humains en face. Comment est-ce que vous percevez les choses? Parce que, encore une fois, dans la société du XXIe siècle, on peine à imaginer qu'on ne puisse pas utiliser de la donnée pour... Tout à fait. Mais Anne l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle,
nous ne sommes pas opposés à l'intelligence artificielle. Il y a des domaines où effectivement c'est important de croiser des données, de sortir des listings. Donc l'intelligence artificielle, oui, c'est une forme de progrès. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de penser que parce qu'on a l'intelligence artificielle, on aura les résultats. Qu'elle vienne faciliter la manière dont les agents vont pouvoir travailler, ça c'est indéniable. Je veux dire, on ne va pas retourner à la pierre et au marteau. Non, pas du tout. C'est utile. C'est utile, ça peut faire gagner du temps, ça peut donner beaucoup de précision dans le travail, ça peut... Mais après, on a une problématique NIL qui va nous empêcher aussi parfois de faire certaines choses, de faire certains recoupements. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faudra moins d'agents. Ça reste du traitement de données, ça ne remplace pas le cerveau humain, loin de là. Et l'erreur que l'on commet actuellement, c'est un petit peu ça. Et c'est la difficulté aussi de la conception des algorithmes. Oui. Parce que là, il y a un manque de transparence. Oui, et puis encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'ils ne sont pas suffisamment efficaces parce qu'il n'y a pas d'agents qui sont associés. Voilà. C'est ce qu'on... Et ça, vous avez des exemples qui permettent d'illustrer le fait que les algorithmes ne sont pas pertinents parce qu'ils sont faits par des entreprises qui ne connaissent pas grand-chose justement au contrôle fiscal et à la réalité. Un exemple précis là tout de suite. Par exemple, on peut prendre un critère, on peut dire il y a telle mesure, on peut prendre le taux réduit d'IS ou autre, par exemple, et se dire on va faire une opération de contrôle sur le taux réduit d'IS. Mais ça, on n'avait pas besoin d'écrire un algorithme très compliqué pour le faire. Les données, on les avait déjà. Sur le foncier, là, j'ai lu que les piscines, ça marchait relativement bien parce que c'est des rectangles identifiables par avion. Que par contre, pour les extensions, d'autres... la question sur les bâtiments. Les bâtiments, c'est plus difficile. Et du coup, est-ce que là, ça peut rentrer dans cette catégorie-là ou c'est simplement parce que l'algorithme, pour l'instant, n'est pas encore assez performant pour repérer des extensions et qu'il est seulement performant pour les piscines. Il y a deux sujets, il y a la question de l'intelligence artificielle et la façon dont à partir de quoi on part en fait. Jusqu'à présent, le plan cadastral, il était fait sur le terrain par des techniciens, des géomètres. Donc il y avait une fiabilité certaine et acquise. Peu de pays ont quand même, le plan cadastral est quand même une force juridique pour les propriétaires, notamment, c'est qui est propriétaire. Et on avait l'ensemble des éléments, alors c'est un système déclaratif, mais voilà, après on pouvait faire des contrôles sans faire de l'intrusion, mais voir si le bâtiment ou la piscine était bien là, etc. Donc, sauf que là, aujourd'hui, c'est des vues aériennes qui sont prises, donc c'est plus des vues terrestre, si je peux me permettre ça. Donc du coup, effectivement, quand vous voyez un plan aérien, il est plat, et donc vous n'avez pas... Alors là, bleu, ça va, parce qu'ils sont bleus, elles sont bleues, les piscines. Le jour où elles prendront une autre couleur, on aura peut-être plus de difficultés. Ça, c'est la blague. Mais par exemple, un bâtiment, savoir si... qu'est-ce que c'est comme type de bâtiment, parce que le plan cadastral, notamment, il détermine ce qu'on appelle la valeur cadastrale du bien. Alors, parce que quelquefois on dit pourquoi vous taxez les piscines? Parce que c'est une plus-value, ça ajoute un plus à la valeur cadastrale, et de la valeur cadastrale, on détermine le montant de la taxe d'habitation qui est en train de mourir, de la taxe foncière, etc. Donc, sauf que cette vision plane technique, qui ne va pas pouvoir permettre d'évaluer tous les bâtiments, et on aura besoin encore, sauf si on accepte. Et ça, c'est une décision politique, qui est qu'on rogne sur la qualité de notre plan cadastral. Rappelez-vous, au moment de la crise en Grèce, ils avaient un gros sujet ils n'ont pas de plan cadastral en Grèce. Et ça a été très compliqué pour eux. Ça avait été une alerte aussi qui avait été donnée. Et nous, notre plan cadastral, il assure, on va dire, des rentrées fiscales justes en fonction de la valeur cadastrale du bien. Mais il assure aussi que chaque propriétaire sait de quoi il est propriétaire. Il y a une valeur juridique qui est portée aussi sur cette technicité. Donc,
nous, ce qu'on craint, c'est que, parce que c'est lié, puisqu'on nous annonce des emplois supprimés qui assuraient ces missions-là, qu'il y ait une détérioration du plan cadastral et du coup, qu'il n'y ait plus qu'une valeur cadastrale ancienne, pas remise à jour parce que les contribuables ne feront pas de déclaration, pour réévaluer leurs biens, etc., parce que ça reste un système déclaratif et que derrière, il n'y aura pas les personnels pour contrôler et aller sur le terrain pour voir la véracité d'éléments déclarés. Et là, aujourd'hui, ça remplace ou ça vient en supplément? Alors, ils nous ont fait on a été un peu surpris parce que pour l'instant, c'était à titre expérimental. On n'avait que 9 directions qui étaient concernées. Et on a appris par voie de presse qu'on généralisait le foncier innovant. Donc ça veut dire que ce mécanisme-là, cet outil-là va être développé sur l'ensemble des départements. Alors après, la direction générale se veut rassurante, ils disent il y aura toujours des personnels. Oui, là, cette année, maintenant, il y a encore des personnels. Mais est-ce que demain, il y aura ces personnels? Est-ce que ça sera le même type? Parce que là, on peut avoir aussi une externalisation de ce type de contrôle. Enfin, on a aussi des géomètres sur le terrain, des géomètres experts, etc. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de détourner et d'externaliser à plus ou moins long terme cette mission qui est essentielle au regard de notre fiscalité telle qu'elle est conçue aujourd'hui? Ouais, parce que là, c'est Google et Capgemini, c'est ça qui assurent. Ouais. Et puis, nous ont fait un petit coup d'entourloupe parce que Google n'apparaissait pas sur le marché public, il était en sous-prestataire, on va dire ça comme ça. Donc, Et là, on a un gros problème par rapport à l'administration, c'est que nous, on n'a pas, par exemple, le coût. L'administration n'est pas transparente sur le coût de ces prestataires extérieurs. Ah oui. Et à chaque fois qu'on le demande, on nous fait, comment dirais-je, on est toujours on n'a jamais le coût réel. Il faut qu'on se débrouille par nos propres moyens pour les avoir. Et ça, pour nous, c'est pas, en tant que représentant des personnels, c'est pas acceptable, quoi. Pour revenir sur la partie contrôle fiscal et intelligence artificielle, il ne faut pas non plus avoir trop de fantasmes par rapport à ça. Alors, l'intelligence artificielle, qui est recoupement de données qui viendraient de l'extérieur, d'autres administrations, c'est effectivement intéressant pour le contrôle fiscal et ça peut venir conforter une programmation ou autre. Mais il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est sur quoi travaillent très concrètement actuellement les acteurs du contrôle fiscal. On nous a doté d'un outil, on a créé une obligation pour les entreprises de déposer leurs éléments comptables sur ce qu'on appelle le FEC, le fichier des écritures comptables, pour nous permettre de travailler. Simplement, ce fichier, on nous le transmet au moment du contrôle. Si vraiment on voulait confronter des données, si vraiment on voulait analyser avant de lancer un contrôle fiscal, pourquoi rester sur un principe où les entreprises font une déclaration, un bilan qui n'est pas très précis, parce que vous prenez le bilan obligatoire actuellement déposé par les entreprises, 2065 et tous les tableaux comptables qui vont avec, on ne peut pas en avoir une lecture précise, donc on ne peut pas avoir par l'outil informatique des recoupements et savoir une ligne d'un bilan actuellement peut regrouper un nombre infini d'écritures comptables, de comptes. Oui. Donc ça ne peut pas être précis comme travail. Donc pourquoi ne pas imposer directement aux entreprises plus d'obligations, de donner plus d'obligations. Simplement, politiquement, on n'est pas sur une ère où on veut imposer aux entreprises et leur demander plus de données. On nous dit toujours que dans les pays du Nord, ça marche. Si on manque de données, c'est pas parce qu'on ne sait pas les. Je parle vraiment de données comptables et qui seraient intéressantes fiscalement à traiter. Parce que ne jamais perdre de vue qu'un contrôle fiscal, c'est avant tout confronter une réalité d'un dossier d'écriture comptable appuyé de factures à ce qui est déclaré ensuite par l'entreprise. Donc tant qu'on n'a pas, on ne peut pas faire du travail. Il faut arrêter ce fantasme de penser que la solution vient d'ailleurs, que d'autres aient beaucoup d'informations utiles au contrôle fiscal. Oui, mais ce ne sera pas suffisant. C'est pas suffisant.
Ouais, je vais juste clôturer parce que on parlait de rentrée sociale, donc on a le 29 septembre qui s'inscrit auquel nous participons et on invite les agents des finances publiques à être en grève ce jour-là parce que la question du pouvoir d'achat, mais plutôt la question des salaires aujourd'hui est une question cruciale dans notre société et les agents de la DGFiP comme les salariés du privé ont un problème de salaire aujourd'hui et pas uniquement de pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui les mesures, je vous dis, elles vont être prises et on comprend les populations qui sont réellement en difficulté, le chèque énergie, etc. Oui, ça répond, mais ça répond conjoncturellement et pas structurellement. Et repenser aujourd'hui la question du rapport au travail, la question du comment ce rapport au travail il est évalué, comment il est rémunéré, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de repenser la société de demain, puisque c'est un peu l'enjeu, je pense, c'est tous ces domaines-là et la nécessité de revoir les salaires. Et donc, notre syndicat appelle largement les agents à se mobiliser le 29 septembre prochain. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.